Lors du dîner de Noël, ma mère a éloigné le plateau de dessert de mon fils, et a déclaré: le gâteau au chocolat, c'est pour les petits-enfants qui le méritent. Les enfants de ma sœur ont ri. J'ai pris sa main, et nous sommes partis. Une semaine plus tard, j'ai publié des photos de notre voyage à Disney, d'une valeur de 19,000 $. Suite de luxe, feux d'artifice, dîner avec les personnages. Maman a appelé: d'où vient cet argent? J'ai répondu: c'est simple, j'ai arrêté de payer ton loyer. Je m'appelle Andrew. J'ai 36 ans, et, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été celui qu'on appelle quand on a besoin de réparer quelque chose. Je ne parle pas seulement de robinet cassé, ou de pneus crevés. Je veux dire, le genre de réparation qui coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Le genre qui vide lentement votre compte épargne, comme une fuite qu'on ne remarque pas. Jusqu'à ce que le sol soit inondé. Je suis kinésithérapeute. Je travaille principalement avec des athlètes, en les aidant à se remettre de ligaments déchirés. Et d'une confiance en soi brisée. Le salaire est correct. Assez correct pour que je sois propriétaire d'un petit appartement de 3 pièces. Dans un quartier calme, où mon fils, Benjamin, et moi pouvons aller au parc à pied le week-end. Assez correct pour que je n'ai jamais manqué de payer une facture. Assez correct pour que, lorsque ma mère a appelé il y a 3 ans, la voix tremblante, pour me dire qu'elle ne pourrait pas payer son loyer ce mois-là, je n'ai pas hésité. Benjamin avait 5 ans à l'époque. Il en a 8 aujourd'hui. 3 ans de virements automatiques. Chaque mois, 1,4 cents était retiré de mon compte, avant même que je ne les voie. Au début, maman disait que c'était temporaire, juste le temps de se remettre sur pied. Juste le temps que ses heures à la boutique augmentent, juste le temps que les frais médicaux liés à l'enterrement de papa soient réglés. Mais 3 ans, c'est bien long pour du temporaire. Je n'ai jamais parlé de cet argent à Benjamin. Pourquoi l'aurais-je fait? C'est un enfant. Il ne devrait pas avoir à se soucier de problèmes d'adulte. Ni savoir que le loyer de sa grand-mère est prélevé sur le même budget que ses fournitures scolaires. Ou ses crampons de football. Il n'a pas à savoir que, si nous mangeons des spaghettis 3 soirs par semaine, ce n'est pas parce que j'adore cuisiner des pâtes. C'est parce que 1,4 cents par mois, ça chiffre très vite. Mais voilà le problème, quand on est quelqu'un sur qui l'on peut compter. Les gens finissent par trouver ça normal. Ils arrêtent de dire merci. Ils arrêtent de prendre de vos nouvelles, pour savoir si vous allez bien. Vous faites partie du décor, un peu comme le thermostat, qu'ils règlent sans jamais penser à la facture. Et, quelque part en cours de route, la personne fiable devient invisible. Ma sœur, Michelle, n'a jamais eu besoin d'être fiable. Elle a 32 ans, soit 4 de moins que moi, et elle a passé toute sa vie à être la préférée. L'enfant prodige, celle qui ne pouvait rien faire de mal, même quand elle faisait tout de travers. Elle a 3 enfants, tous âgés de moins de 10 ans, et un mari qui travaille dans la vente. Ils vivent dans une maison 2 fois plus grande que mon appartement, avec un jardin, une piscine, et une de ces cuisines extérieures luxueuses, qui ne sert que 2 fois par an. Maman parle des enfants de Michel comme s'ils faisaient partie de la famille royale. À chaque appel téléphonique, à chaque réunion de famille, c'est toujours le même discours. À quel point ils sont intelligents, à quel point ils sont talentueux. À quel point Michel est une mère merveilleuse. Pendant ce temps, c'est moi qui m'assure que maman est un toit au-dessus de sa tête, et Benjamin, lui, pourrait tout aussi bien être un meuble. J'avais remarqué tout cela il y a des années, mais je me disais que j'étais trop sensible. Que j'interprétais trop les choses, que la famille, c'est compliqué. Et que l'amour ne s'exprime pas toujours de la même manière pour tout le monde. Je me suis raconté beaucoup d'histoires, pour éviter d'affronter la vérité. La vérité, c'est que je payais pour entretenir une relation qui n'existait pas. La semaine dernière, Benjamin m'a demandé si grand-mère l'aimait bien. Nous rentrions de l'école en voiture, et il a dit ça si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre à cause de la radio. Quand je lui ai demandé pourquoi il posait cette question, il a haussé les épaules. Il a répondu que grand-mère semblait toujours plus heureuse
quand les enfants de Michel étaient là. Il a dit ça comme si c'était un fait établi, et non un simple ressenti. Comme s'il l'avait déjà accepté. J'avais envie de lui dire qu'il se trompait. Je voulais lui promettre que, bien sûr, sa grand-mère l'aimait tout autant. Mais le mensonge a refusé de sortir. Il est resté coincé dans ma gorge, comme une pierre. Alors, je lui ai dit la vérité, de la seule manière qu'un enfant de 8 ans pouvait supporter. Je lui ai expliqué que certaines personnes montrent leur amour différemment, et que, parfois, les grandes personnes font des erreurs. Je lui ai dit qu'il était intelligent et gentil, et que j'étais fier de lui, chaque jour de ma vie. Il a hoché la tête, mais j'ai bien vu son regard. Il ne me croyait pas. Pas en ce qui concernait sa grand-mère, en tout cas. Noël, c'était dans 3 jours. Maman nous avait invités à dîner chez elle, dans ce même petit 3 pièces exigu. Que je finançais depuis des années. Michel et sa famille seraient là. La table serait pleine à craquer. Les rires résonneraient fort, tandis que Benjamin et moi serions assis dans notre coin. Souriant comme si nous étions à notre place. Je l'ignorais à ce moment-là, mais ce dîner serait le tout dernier. L'appartement sentait le jambon et la cannelle quand nous sommes entrés. Chez maman, ça sentait toujours comme si quelque chose cuisait au four. Même quand ce n'était pas le cas. Elle a ouvert la porte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le genre de sourire que les gens utilisent quand ils jouent la comédie de la politesse. Au lieu de la ressentir sincèrement. Benjamin tenait entre ses mains une petite boîte emballée. Un cadeau qu'il avait choisi lui-même à la pharmacie, une bougie parfumée à la vanille. Il y avait consacré son argent de poche, en comptant soigneusement les billets à la caisse. Comme s'il s'agissait d'un véritable trésor. Maman a pris la boîte sans même y jeter un coup d'œil, et l'a posée sur la table de l'entrée. Avec le courrier indésirable. Elle n'a pas dit « merci ». Elle a déposé un baiser sur le front de Benjamin, un petit bisou rapide qui semblait forcé. Et nous a dit d'entrer, avant que le repas ne refroidisse. Michel était déjà là. Son mari, Jérémy, était assis sur le canapé, en train de faire défiler l'écran de son téléphone. Pendant que leurs 3 enfants couraient autour de la table basse. Le plus jeune a renversé un verre de jus de fruits, et Michel en a ri. Le traitant de petite tornade. Quand Benjamin s'est assis prudemment à côté de moi, les mains sagement croisées sur ses genoux. Elle n'a pas daigné nous accorder le moindre regard. Le dîner était bruyant. Michel monopolisait la conversation. Parlant des réussites de ses enfants comme si elle donnait une conférence TED. Son aîné avait obtenu les félicitations. Son cadet avait gagné un prix, lors de l'Expo Science. Le petit dernier avait appris à écrire son prénom. Maman hochait la tête, rayonnante, et ajoutait des louanges à chaque pause. J'ai essayé de parler de l'équipe de foot de Benjamin. Il avait marqué 2 buts la semaine dernière. Et son entraîneur disait qu'il avait un vrai potentiel. Mais, avant même que je puisse terminer ma phrase, Michel m'a coupé la parole. Pour raconter une histoire sur le spectacle de danse de sa fille. Maman a immédiatement détourné son attention, et mes mots se sont perdus dans le bruit ambiant. Benjamin jouait avec sa purée. J'ai posé ma main sur son épaule, un geste silencieux par lequel j'espérais lui transmettre. Je te vois. Tu comptes pour moi. Mais ce n'était pas suffisant. Le dessert est arrivé après le repas, un gâteau au chocolat, haut de 3 étages. Avec un glaçage épais et un fourrage à la framboise. Maman l'a apporté à la table, comme s'il s'agissait d'une offrande solennelle. Et les enfants de Michel ont applaudi. Les yeux de Benjamin se sont illuminés. Il adorait le gâteau au chocolat. C'était son préféré. Maman a commencé à couper des parts, les disposant sur de petites assiettes. Elle en a d'abord tendu une à chacun des enfants de Michel, qui tenaient déjà leur fourchette. Prêts à manger. Puis, elle s'est préparée à couper une autre part, et Benjamin s'est légèrement penché en avant. Plein d'anticipation. C'est à ce moment-là qu'elle a reculé le plateau. Elle a regardé Benjamin, avec une expression indéchiffrable. Et a prononcé les mots qui allaient tout changer, le gâteau au chocolat. C'est pour les petits enfants qui le méritent.
La pièce a plongé dans le silence pendant une demi-seconde. Ce genre de silence qui donne l'impression que l'air a été aspiré de la pièce. Ensuite, les enfants de Michel ont éclaté de rire. Ce n'était pas un rire cruel, ni le genre de rire qui sait qu'il blesse quelqu'un. Juste de petits ricanements étourdis, d'enfants, qui venaient combler le vide. Là où des excuses auraient dû être formulées. Le visage de Benjamin s'est décomposé. Ses épaules se sont affaissées. Il est resté là, à fixer l'espace vide sur la table devant lui. Comme s'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de façon bruyante, ni violente, juste une cassure nette et silencieuse, comme un os. Fracturé depuis des années, qui finit par céder. Je me suis levé. Je n'ai pas dit un mot. J'ai tendu la main vers Benjamin, et il l'a prise sans lever les yeux. Nous avons marché vers la porte, et je sentais tous les regards braqués sur nous. Maman m'a interpellé, la voix montant dans les aigus, pleine de confusion. « Andrew ? Où vas-tu ? » Ce n'était qu'une blague. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas cherché à débattre. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction. J'ai ouvert la porte, et, Benjamin et moi, sommes sortis dans le froid de cette nuit de décembre. La porte s'est refermée derrière nous avec un clic, doux mais définitif. Dans la voiture, Benjamin m'a demandé s'il avait fait quelque chose de mal. Sa voix était toute petite, très fragile. Je lui ai dit que non. Je lui ai répété qu'il n'avait absolument rien fait de mal. Je lui ai expliqué que, parfois, les gens disent des choses blessantes. Et que cela ne vient pas de nous, mais d'eux. Mais la vérité était bien plus simple que ça. Ma mère venait de tracer une ligne rouge. Et, pour la première fois de ma vie, je n'allais pas la franchir. Les lampadaires défilaient à toute vitesse pendant que je conduisais. Benjamin était assis sur le siège passager, regardant par la fenêtre. Son reflet paraissant fantomatique contre la vitre sombre. J'avais envie de lui dire quelque chose de réconfortant. Quelque chose qui effacerait ce qui venait de se produire. Mais chaque phrase, que je formulais dans mon esprit, sonnait creux. Comment explique-t-on à un enfant de 8 ans que sa grand-mère ne lui accorde aucune valeur ? Comment lui dire que la femme, qui prétend l'aimer, vient tout juste de l'humilier devant ses cousins, pour un vulgaire morceau de gâteau ? On ne l'explique pas. C'est impossible. Alors, on s'assoit en silence, et on laisse le poids de la situation s'installer. Quand nous sommes rentrés à la maison, Benjamin est allé directement dans sa chambre. Il n'a pas claqué la porte. Il n'a pas pleuré. Il l'a juste fermée doucement, et c'était encore pire. Je suis resté dans le couloir un moment, à écouter le bruit du néant. Ensuite, je suis allé dans ma propre chambre, et je me suis assis sur le bord du lit. L'appartement semblait trop silencieux, lui aussi. Comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. J'ai repensé à tous les Noëls précédents. À tous ces anniversaires où les enfants de Michel avaient droit à des fêtes somptueuses. Tandis que Benjamin recevait une simple carte avec un billet de 20 $. À toutes ces fois où maman s'extasiait sur leur bulletin scolaire. Tout en jetant à peine un coup d'œil à celui de mon fils. À tous ces moments où je me persuadais que ce n'était pas grave. Que les enfants ne remarquaient pas ces détails, et que j'exagérais. Mais les enfants remarquent tout. Benjamin s'en rendait compte depuis des années, et j'avais laissé faire. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert mon application bancaire. Un geste que j'ai fait plus par habitude que par réelle intention. L'écran brillait dans la pièce sombre, et des rangées de chiffres et de dates me dévisageaient. Loyer, courses, factures, remboursement de la voiture, et, bien sûr, réglé comme une horloge chaque premier du mois, le virement automatique pour Nancy est 1,4 $. Nancy est, ma mère. J'ai fait défiler l'historique. Janvier, février, mars. 3 années de transactions identiques, 50,4 $. Voilà ce que je lui avais donné. Pas prêté, donné, car elle n'avait jamais mentionné l'idée de me rembourser. 50,000 $. Avec cet argent, j'aurais pu emmener Benjamin à Disneyland 5 fois d'affilée. J'aurais pu nous installer dans un appartement plus grand, avec un jardin.
J'aurais pu mettre cette somme de côté, pour ses études universitaires, ou pour les urgences. Au lieu de cela, je l'avais offerte à une femme qui n'était même pas capable de donner une part de gâteau à mon fils. La colère est montée lentement, comme de l'eau qui commence à bouillir. Ce n'était pas explosif. Ce n'était pas bruyant. C'était une colère calme, froide, et d'une certitude absolue. J'ai repensé à la façon dont maman avait regardé Benjamin, la cruauté désinvolte de sa voix. Les rires des enfants de Michel, qu'elle n'avait même pas pris la peine d'arrêter. La manière dont elle m'avait rappelé, réécrivant déjà l'histoire. En prétendant que ce n'était qu'une blague. Ce n'était pas une blague. C'était un schéma répétitif, et j'avais fini de faire semblant qu'il allait changer. J'ai posé le téléphone, et j'ai fixé le plafond. Mon esprit tournait à toute vitesse, non plus sous l'effet de la colère, mais avec une grande clarté. Pour la première fois depuis des années, je voyais la situation exactement telle qu'elle était. Je n'étais pas sa famille. J'étais un compte en banque, un filet de sécurité. La personne qui s'assurait que sa vie reste confortable. Pendant qu'elle déversait toute son affection sur Michel et ses petits-enfants parfaits. Et Benjamin. Benjamin n'était qu'un dommage collatéral. J'avais passé 3 ans à croire que mon soutien avait une signification. Qu'elle finirait par voir ce que je faisais, et par l'apprécier, que peut-être, juste peut-être. Elle réaliserait que je valais bien plus que le rôle qu'elle m'avait assigné. Mais les gens ne changent pas sous prétexte que vous êtes bon envers eux. Ils changent lorsqu'ils perdent ce qu'ils tenaient pour acquis. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un plan. J'ai préparé du café, et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Et des grincements occasionnels du plancher, quand Benjamin se déplaçait dans sa chambre. Il finirait bien par sortir, probablement encore silencieux. Essayant toujours de digérer la situation. Je lui ferai des pancakes. Je lui demanderai comment s'annonçait sa journée. Je serai le parent qu'il méritait. Mais d'abord, j'avais du pain sur la planche. J'ai rouvert mon application bancaire, cette fois sur le grand écran. Et j'ai commencé à créer un tableau croisé. 3 ans de transactions, 36 mois, 1,4 cents à chaque fois. Les chiffres s'alignaient dans des colonnes parfaites, froids et factuels. Janvier 2022, 1,4 cents. Février 2022, 1,4 cents. Mars 2022, 1,4 cents. Et ainsi de suite, chaque mois sans exception, comme un battement de cœur, régulier, fiable. Invisible. Quand je suis arrivé à décembre 2024, le total s'est affiché en bas de la colonne. Telle une accusation, 50, 400 $. Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai fixé l'écran. Ce nombre représentait bien plus que de l'argent. Il représentait chaque fois où j'avais dit « oui », alors que j'aurais dû dire « non ». Chaque fois où j'avais fait passer ses besoins avant les miens. Chaque fois où je m'étais convaincu que c'était ainsi qu'une famille devait agir. J'ai ouvert un nouvel onglet, et j'ai cherché le coût moyen de vacances à Disney. Pas la version économique, la vraie expérience, billet d'accès libre au parc. Repas avec les personnages, et une suite avec vue. Je voulais savoir exactement combien cela me coûterait. D'offrir à Benjamin le genre d'expérience que les enfants de Michel considéraient. Très probablement, comme une évidence. Les résultats sont apparus rapidement. Un voyage d'une semaine, avec tous les suppléments, revenait à environ 19 000 $, vol, hôtel. Repas, souvenirs, absolument tout. 19,000 $, soit moins de la moitié de ce que j'avais donné à ma mère. Je suis resté assis là pendant un long moment, à laisser l'information faire son chemin. J'aurais pu emmener Benjamin faire un voyage comme celui-ci chaque année. Et il me serait encore resté de l'argent. Au lieu de cela, j'avais financé le logement d'une femme. Qui refusait même de donner un dessert à mon fils. Le virement automatique devait passer dans 6 jours, le 1er janvier. Avec la précision d'une horloge, j'ai cliqué dans les paramètres de mon compte. J'ai trouvé l'écran des paiements récurrents,
et j'ai placé le curseur sur le bouton d'annulation. Ma main n'a pas tremblé. Mon cœur ne s'est pas emballé. Je me sentais calme et lucide. Un clic, et c'était fait. L'écran s'est actualisé, affichant le nouvel échéancier de paiement. Le virement de janvier avait disparu. Celui de février, disparu. Tous les mois suivants, disparu. Le système m'a demandé si j'étais sûr de vouloir supprimer ce paiement récurrent. J'ai cliqué sur « Oui ». La confirmation est apparue, paiement annulé. J'ai fermé mon ordinateur portable, et j'ai bu une gorgée de café. Il avait un meilleur goût que depuis des années. Benjamin est sorti de sa chambre quelques minutes plus tard. Les cheveux encore ébouriffés par le sommeil. Il m'a regardé avec ses yeux prudents, ce qui avait appris à ne pas trop en attendre. J'ai souri, d'un vrai sourire. « Salut, bonhomme, ça te dit des pancakes ?» Il a hoché la tête, une petite lueur de soulagement traversant son visage. Alors que je me levais pour préparer le petit déjeuner, il m'a demandé doucement. « Est-ce qu'on va retourner chez grand-mère ?» J'ai regardé ce gamin, qui avait été mis de côté toute sa vie. Et je lui ai fait une promesse que j'avais la ferme intention de tenir. Pas de sitôt, non. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste hoché la tête à nouveau, et s'est assis à table, balançant ses jambes sous la chaise. Et, pour la première fois depuis le dîner de Noël, je l'ai vu se détendre. Juste un peu, juste assez. Pendant que les pancakes cuisaient, j'ai sorti mon téléphone. Et j'ai commencé à chercher des vols pour Orlando. Je n'ai rien dit à Benjamin dans l'immédiat. Je voulais que ce soit une surprise. Le genre de moment dont il se souviendrait pour le restant de ses jours. Alors, pendant qu'il jouait aux jeux vidéo dans le salon, cet après-midi-là, je me suis installé dans un coin avec mon téléphone, construisant silencieusement ce qui ressemblait à une rédemption. Le site de Disney a mis du temps à charger. Et j'ai navigué parmi les options avec le même niveau de concentration que je réservais, d'habitude, à mes plans de traitement au travail. Je n'allais pas faire les choses à moitié. Pas cette fois. Il n'était pas question d'être pragmatique, responsable, ou fiable. Il s'agissait de montrer à mon fils qu'il comptait. J'ai réservé une suite au Grand Floridian. Le genre de chambre avec un balcon qui donne directement sur le château de Cendrillon. Le prix m'a fait hésiter une demi-seconde, mais je me suis vite rappelé mon tableau de calcul, 50 000 $. C'était une fraction de cette somme. C'était de l'argent que j'avais gagné, de l'argent que j'avais offert sans rien recevoir en retour. Ensuite, j'ai ajouté des billets avec accès libre pour tous les jours de la semaine, Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom, la totale. Puis sont venus les extras, réservations pour des petits déjeuners avec les personnages. Soirée dessert devant les feux d'artifice, et une cabane privée au bord de la piscine. J'ai cliqué sur chaque option, les ajoutant au panier comme si je cochais les éléments d'une liste que je rédigeais depuis des années. Le montant total grimpait de plus en plus haut, mais je m'en moquais. Une fois arrivé à l'écran de paiement, j'ai entré les informations de ma carte de crédit. Et j'ai cliqué sur « Confirmer ». L'email de confirmation est arrivé instantanément, rempli de numéros de réservation et d'images colorées de châteaux et de feux d'artifice. Je l'ai enregistré dans un dossier, et je me suis accordé un instant pour m'asseoir là et fixer l'écran. C'était réel. Nous partions. Benjamin a levé les yeux de son jeu, la manette toujours en main. « Papa, tu vas bien ?» J'ai ri. « Ouais, mon grand. Je vais super bien. » Il m'a lancé un regard curieux, mais n'a pas insisté. Il avait appris à ne pas poser trop de questions, lorsque les adultes se comportaient bizarrement. Cette prise de conscience m'a fait un peu de peine, mais je l'ai balayée de mon esprit. Ce voyage allait changer la donne. Ce voyage lui prouverait que ses sentiments comptaient, que son bonheur avait une réelle valeur. Au cours des jours suivants, j'ai planifié le moindre détail. J'ai commandé en ligne des oreilles de Mickey assorties, avec son prénom brodé à l'arrière. J'ai fait des recherches sur les meilleures attractions pour son âge. Les meilleurs endroits pour regarder les parades,
les meilleurs coins pour prendre des photos. J'ai créé un tableau avec notre itinéraire, organisé avec des codes couleurs. Par parc et par heure de la journée. Michel a appelé le 28. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a rappelé 1 heure plus tard. Je l'ai ignorée. À la 3e tentative, j'ai décroché, sachant déjà ce qu'elle voulait. Andrew, c'est quoi ce délire? Maman essaie de te joindre. J'ai gardé un ton neutre. J'étais occupé. Occupé? C'est la période des fêtes. Elle est contrariée. Tu as quitté le dîner sans dire au revoir. Elle dit que tu as réagi de façon excessive. J'ai failli rire. Réagi de façon excessive. C'était le terme qu'ils utilisaient toujours, quand ils voulaient réécrire l'histoire. Benjamin et moi allons très bien, ai-je répondu. Nous allons même mieux que bien. Il y a eu un blanc. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Essayant de comprendre ce que je sous-entendais. Quand elle a repris la parole, son ton avait changé, moins accusateur, plus curieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'occupe de mon fils, comme je l'ai toujours fait. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le réveillon du Nouvel An est arrivé, et c'est terminé. J'ai regardé le compte à rebours à la télévision avec Benjamin, avec du cidre pétillant. Et des flûtes à champagne en plastique. À minuit, je lui ai dit que j'avais une surprise. Ses yeux se sont écarquillés comme seuls ceux d'un enfant peuvent le faire. Remplis d'espoir et d'impatience. Je lui ai tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une copie imprimée de notre confirmation de vol. Et une photo du Grand Floridian. Nous partons à Disney World, ai-je dit. Il a fixé la feuille de papier, puis m'a regardé, puis a de nouveau fixé la feuille. Ensuite, il s'est jeté dans mes bras, riant et pleurant en même temps. Je l'ai serré très fort contre moi, et, pour la première fois depuis des semaines. Tout semblait parfait. Le vol pour Orlando est parti tôt, le 3 janvier. Benjamin gardait le visage collé au hublot pendant le décollage. Regardant le sol s'éloigner sous nos pieds. Il n'avait jamais pris l'avion de sa vie. Chaque instant était nouveau, palpitant. Lorsque l'hôtesse de l'air lui a proposé une collation, il a répondu « S'il vous plaît et merci ». De cette manière si soignée qui lui était propre. Et elle lui a souri comme s'il venait d'illuminer sa journée. Nous avons atterri sous le soleil et dans l'humidité. Un contraste saisissant avec le froid hivernal que nous avions laissé derrière nous. L'aéroport grouillait de familles, d'enfants portant des oreilles de Mickey. Et de parents jonglant avec les valises. Benjamin me tenait la main, pendant que nous traversions le terminal. Son sac à dos rebondissant sur ses épaules. Prendre la navette pour le Grand Floridian donnait l'impression de pénétrer dans un autre monde. Le hall d'entrée brillait de mille feux, avec ses lustres et son marbre. Un pianiste jouant du jazz en direct dans un coin. Benjamin en est resté bouche bée en entrant. Et j'ai regardé son visage s'illuminer d'émerveillement. Notre chambre se trouvait au 4e étage et, quand j'ai ouvert la porte, il a couru tout droit vers le balcon. Le paysage s'étendait devant nous, le lagon, le château au loin. Le monorail qui glissait silencieusement. Il est resté là, les mains accrochées à la rambarde, sans voix. J'ai pris une photo, lui, tout petit face à cette immensité magique. Nous avons passé les 5 jours suivants à tout essayer. Nous avons fait toutes les attractions pour lesquelles il était assez grand. Et parfois même 2 fois. Nous avons mangé des gaufres en forme de Mickey au petit déjeuner. Et des glaces Dole Whip dans la chaleur de l'après-midi. Nous avons regardé les parades, rencontré les personnages. Et nous sommes restés jusqu'à la fermeture des parcs. Lors du petit déjeuner avec les personnages, Benjamin était assis à table en face de Dingo. Et il riait tellement fort que du jus de fruits lui est sorti par le nez. J'ai pris une autre photo, et encore une autre. J'ai rempli mon téléphone de ces moments que je voulais retenir. C'est preuve que tout ceci était réel, que nous y étions vraiment. Le 4e soir, nous avions réservé pour la soirée dessert et feux d'artifice. Nous étions assis sur le balcon d'un espace de visionnage privé.
avec des assiettes de fraises enrobées de chocolat, et de petits gâteaux devant nous. Quand le feu d'artifice a commencé, Benjamin s'est blotti contre moi, la tête posée sur mon épaule. Et a chuchoté, c'est la meilleure semaine de ma vie. J'ai déposé un baiser sur le sommet de sa tête. La mienne aussi, mon grand. Ce soir-là, de retour dans la chambre, j'ai fait défiler les photos sur mon téléphone. Il y en avait des centaines. Benjamin dans Space Mountain, les bras en l'air, Benjamin dans les bras de Mickey Mouse. Benjamin endormi dans la navette, épuisé et heureux. Benjamin en train de dévorer une énorme coupe glacée, avec du chocolat étalé sur la joue. Et là, j'ai fait ce que j'avais prévu depuis que nous avions réservé ce voyage. J'ai publié 3 photos sur les réseaux sociaux. La première, le balcon de notre suite au coucher du soleil. Avec le château illuminé en arrière-plan. La deuxième, Benjamin et moi lors du petit déjeuner avec les personnages, tous les deux souriants. La troisième, le feu d'artifice au-dessus du château, vibrant et lumineux. Je n'ai ajouté aucune légende. Ce n'était pas nécessaire. Les photos disaient tout ce qu'il y avait à savoir. J'ai posé mon téléphone sur la table de chevet, et j'ai éteint la lumière. Le lendemain, nous irions à Animal Kingdom. Le lendemain, nous ferions le safari, et nous irions voir les lions. Le lendemain, nous fabriquerions de nouveaux souvenirs. Mais cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le matin suivant, mon téléphone a sonné alors que nous prenions le petit déjeuner au complexe. Le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé 5 minutes plus tard. Puis encore. À la 4e tentative, j'ai répondu. Sa voix était tranchante, désorientée. Andrew, j'ai vu tes photos. Où êtes-vous? J'ai bu une gorgée de café, calme et imperturbable. À Orlando. Il y a eu un silence. Je pouvais presque l'entendre réfléchir à toute vitesse, essayant d'assimiler l'information. Et de comprendre comment j'avais pu me payer tout ça. Orlando, comme dans Disney World? Exactement. Son ton a changé, un peu moins sec, davantage inquisiteur. D'où vient cet argent? J'ai jeté un coup d'œil à Benjamin, qui coloriait sur un menu pour enfants. Totalement inconscient de notre conversation. J'ai pensé au gâteau au chocolat. J'ai repensé aux 50,000 $. Je me suis remémoré chaque instant où elle l'avait fait se sentir inférieure. Et alors, j'ai prononcé ces mots que j'attendais de dire depuis si longtemps. C'est simple. J'ai arrêté de payer ton loyer. Un silence. Un silence total, absolu. Je n'ai pas attendu qu'elle me réponde. J'ai raccroché, j'ai posé le téléphone, et j'ai souri à mon fils. Prêt pour le safari? Il a hoché la tête, les yeux pétillants. C'est parti. Le téléphone a de nouveau sonné 20 minutes plus tard. Puis encore, puis 4 fois de plus en l'espace d'une heure. J'ai ignoré chaque appel, laissant la panique de maman monter à l'autre bout du fil. Tandis que Benjamin et moi profitions du safari Kilimandjaro. Regardant les éléphants et les girafes déambuler devant notre véhicule ouvert. Quand nous sommes retournés à la chambre ce soir-là, ma messagerie vocale était pleine. J'ai installé Benjamin devant la télévision avec un film Disney. Et je suis sorti sur le balcon pour écouter. Le premier message n'était que confusion. Andrew? Qu'est-ce que tu veux dire par tu as arrêté de payer mon loyer? Rappelle-moi. Ce n'est pas drôle. Le deuxième était teinté de colère. Tu ne peux pas me couper les vivres sans prévenir. J'ai des factures. J'ai des obligations. Rappelle-moi immédiatement. Le troisième relevait de la négociation, mon chéri. Je crois qu'il y a eu un malentendu à propos de Noël. C'était une blague. Tu sais bien comment je suis. S'il te plaît. Rappelle-moi. Le quatrième frisait la panique. Le propriétaire m'a envoyé une mise en demeure. Le loyer de janvier est en retard. Il facture des pénalités. Andrew? Je t'en supplie. J'ai besoin que tu règles ça. Je les ai tous effacés, et je les rappelais. Elle a décroché à la première sonnerie.
Andrew, Dieu merci. Je ne l'ai pas laissé terminer. Laisse-moi vérifier que j'ai bien compris. Tu es contrarié parce que j'ai cessé de payer ton loyer. Contrarié? Andrew, ils vont m'expulser. La lettre dit que j'ai 10 jours pour payer. Sinon ils lancent la procédure. Tu ne peux pas juste arrêter comme ça, sans me le dire. Je me suis appuyé contre la rambarde du balcon, regardant les lumières du château scintiller au loin. Ma voix est restée sereine, monocorde. En fait, si, je peux. C'est mon argent. Je n'ai jamais eu la moindre obligation de payer. À la base. Mais je croyais que nous avions un arrangement. Un arrangement? Maman, tu m'as dit, il y a 3 ans, que tu avais besoin d'aide pour un mois. Un seul mois. Ça en fait 36. Elle a bafouillé, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Je sais. Je sais. Et je t'en suis reconnaissante. Mais les fins de mois ont été difficiles. Tu sais comment c'est. Vraiment? Parce qu'on dirait bien que les fins de mois ont été difficiles pour toi. Mais pas pour Michel. Ses enfants ont tout ce qu'ils veulent, des vêtements neufs, des vacances. Des fêtes. Pendant ce temps, Benjamin se fait humilier au dîner de Noël. Son ton a changé, se faisant désormais défensif. Ce n'était pas une humiliation. C'était une blague. Il est trop sensible. Une sensation glaciale s'est installée dans ma poitrine. Il a 8 ans. Tu lui as dit qu'il ne méritait pas de gâteau, devant tout le monde. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Silence. J'ai repris, la voix toujours calme, mais dure comme de l'acier. Pendant 3 ans, je t'ai donné 400 $ chaque mois, sans exception. Ça fait 50 400 $. Maman. 50 000 $. Et pendant tout ce temps, tu n'as jamais dit merci. Pas une seule fois. Tu n'as jamais reconnu ce que je faisais pour toi. Tu as juste pris l'argent. Et tu en attendais toujours plus. Je ne t'ai pas demandé de tout payer, s'est-elle défendue, la voix qui montait d'un ton. Tu n'avais pas besoin de demander. C'est bien ça le problème. Tu as juste supposé que je le ferais. Parce que c'est ce que je fais. N'est-ce pas? Je répare les choses. Je m'occupe des problèmes. Je reste dans l'ombre. Pendant que Michel capte toute l'attention. C'est injuste. Injuste? Tu veux parler de ce qui est injuste? Benjamin m'a demandé si tu l'aimais bien. Un enfant de 8 ans m'a demandé si sa propre grand-mère l'appréciait. Et je n'ai pas su quoi lui répondre car, honnêtement, maman, je ne crois pas que ce soit le cas. Sa voix s'est brisée. Bien sûr que je l'aime bien. Je l'adore. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne le ressent pas? Elle n'a rien répondu. J'ai continué sur ma lancée. Le propriétaire t'a envoyé une mise en demeure. Parce que j'ai annulé le virement automatique le 26 décembre. Le lendemain du jour où tu as humilié mon fils. J'ai réaffecté cet argent à quelque chose qui comptait vraiment. Ce voyage a coûté 19 000 $. Une suite avec vue sur le château. Des petits déjeuners avec les personnages, des soirées feux d'artifice. Tout ce que tu ne lui as jamais offert. 19 000 $. Andrew, c'est de la folie. Ah oui? Parce que je t'ai donné plus du double de cette somme. Et je n'ai rien eu en retour. Au moins, de cette façon. Benjamin a des souvenirs. Il a des photos. Il a passé une semaine entière à se sentir spécial. La voix de maman est devenue tranchante. Donc, c'est une vengeance. Tu me punis. Non, ai-je dit, c'est simplement moi qui choisis mon fils. Plutôt que ton confort. Il y a une nuance. La voix de Michel a soudainement retenti, lointaine, mais bien audible. Elle devait être là, en train d'écouter. Andrew, c'est ridicule. C'est notre mère. Tu ne peux pas juste l'abandonner. J'ai presque ri. Je ne l'abandonne pas.
J'arrête d'être son distributeur de billets. Si tu tiens tant à elle. Paie son loyer. J'ai 3 enfants, a répliqué Michel. Et moi j'en ai un. Un seul enfant. Qui mérite bien mieux que d'être traité comme s'il était invisible. La voix de maman est revenue, toute petite cette fois. Qu'est-ce que je suis censé faire? Débrouille-toi, ai-je lancé, de la même façon que je me débrouille tout seul. Depuis toujours. J'ai raccroché. Benjamin m'a appelé de l'intérieur. Papa, est-ce qu'on peut aller chercher une glace? Je me suis détourné du balcon, m'éloignant du poids de cette conversation, et j'ai souri. Absolument. Le vol de retour a été plus calme que celui de l'aller. Benjamin a dormi presque tout le trajet, la tête contre le hublot. Ses oreilles de Mickey toujours posées sur sa tête. Je l'ai regardé dormir, en pensant à tout ce qui avait changé en une seule semaine. Mon téléphone était resté silencieux depuis la nuit où j'avais raccroché au nez de maman. Pas d'appel, pas de texto, aucun message vocal pour me supplier de reconsidérer ma décision. Soit elle avait trouvé une autre solution, soit elle était trop en colère pour faire le premier pas. Dans un cas comme dans l'autre, ça m'était égal. Quand nous avons atterri, le froid nous a saisis immédiatement. Un contraste brutal avec la chaleur de la Floride. Benjamin s'est emmitouflé dans son manteau, babillant sur ses attractions préférées. Pendant que nous traversions le terminal. Il a parlé pendant tout le trajet en voiture jusqu'à la maison, revivant le moindre instant. Et je l'ai laissé faire. C'était ses souvenirs à lui, sa propre joie. Je n'allais surtout pas y couper court. De retour à l'appartement, la vie a repris son cours normal, le travail, l'école, les entraînements de foot, les dîners. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, quelque chose de plus léger. Comme si un poids, que je traînais depuis des années, s'était enfin envolé. 2 semaines après notre retour, Michel a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a été la plus forte. « Qu'est-ce que tu veux ?» lui ai-je demandé. Sa voix était tendue, frustrée. Maman déménage. Elle a trouvé un endroit moins cher. De l'autre côté de la ville. Un 2 pièces. Elle est furieuse. Tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle? Andrew? Elle a du mal à joindre les 2 bouts. Elle a dû emprunter de l'argent à sa sœur. Pour payer le déménagement. Alors, peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de traiter mon fils comme un moins que rien. Michel a poussé un soupir, le genre de soupir qui signifiait qu'elle me trouvait déraisonnable. C'était une seule remarque, un seul dîner. Tu prends des proportions démesurées pour ça. Ce n'était pas qu'une seule remarque. Michel. C'était des années de favoritisme. Des années passées à la regarder s'extasier sur tes enfants. Pendant que Benjamin restait assis dans son coin. Ce dîner. C'était juste le moment où j'ai enfin arrêté de faire semblant que ça ne nous blessait pas. Elle est restée silencieuse un instant. Quand elle a repris la parole, son ton s'était un tout petit peu adouci. Elle veut s'excuser. Dis-lui d'écrire une lettre. Si elle est sincère, je la lirai peut-être. Et l'argent? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu vas l'aider à nouveau un jour? J'ai réfléchi à cette question, j'y ai vraiment réfléchi. Et puis, je lui ai donné la seule réponse qui me semblait juste. Si elle veut avoir une relation avec Benjamin, elle peut commencer par le traiter comme s'il comptait pour elle. Si elle fait ça de manière constante. Pendant un long moment. Alors on en reparlera peut-être. Mais j'ai fini d'être son filet de sécurité. J'ai fini de sacrifier le bonheur de mon fils. Pour assurer son confort à elle. Michel n'a pas cherché à débattre. Elle a simplement dit « d'accord » et elle a raccroché. Une semaine plus tard, une carte est arrivée par la poste. Une enveloppe blanche, toute simple, avec l'écriture de maman sur le devant. À l'intérieur se trouvait un court message. Je suis désolé pour ce que j'ai dit à Noël. Je ne me suis pas rendu compte à quel point c'était blessant. J'espère que nous pourrons nous parler bientôt. Ce n'était pas suffisant. Pas encore,
mais c'était un début. J'ai posé la carte sur le comptoir, et je n'y ai pas répondu. Benjamin est rentré de l'école cet après-midi-là, avec un dessin à la main. Il l'avait fait en cours d'art plastique, nous deux, debout devant le château de Cendrillon. Avec des feux d'artifice éclatants au-dessus de nos têtes. Il l'avait colorié avec soin, chaque détail étant très précis. « Est-ce qu'on peut l'accrocher sur le frigo ?» a-t-il demandé. Je l'ai scotché immédiatement, en plein milieu de la porte, pour pouvoir le voir tous les jours. Ce soir-là, après que Benjamin soit allé se coucher, je me suis assis sur le canapé. Et j'ai regardé le dessin. J'ai pensé aux 50 000 $, aux gâteaux au chocolat, aux appels téléphoniques et aux messages vocaux. J'ai pensé à la facilité avec laquelle j'aurais pu continuer à payer. Continuer à prétendre que tout allait bien. Mais je ne regrettais absolument rien. Benjamin était heureux. Il se sentait estimé. Il avait vécu une semaine magique, que personne ne pourrait jamais lui enlever. Et je nous avais prouvé, à tous les deux, que son bonheur importait plus que les attentes de qui que ce soit. Le virement automatique est resté annulé. L'argent est resté le mien. Et, pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'être exactement à ma place. Ni invisible, ni corvéable à merci, ni simple compte en banque, juste un père qui a choisi son fils. Et c'était bien suffisant.